Chez nous, les princesses dans la pop culture, c'est un peu mis sur un piédestal, j'ai l'impression. Beaucoup d'entre nous ont peut-être été biberonnés au long métrage de Disney, où les princesses c'est des héroïnes hors normes. T'as Elsa, elle vit dans un château de glace, stylé. T'as Cendrillon, son gamos c'est une citrouille, badass. Y a toujours un côté fabuleux, féerique, un peu cool mais toujours raffiné. Les Grecs ils avaient pas Disney. Ça veut dire leur légende à eux, elles peuvent se finir avec la princesse qui fait du pied à l'âne de Shrek et plus si affinité, c'est normal. Moi je te jure, je sais pas qui est à l'origine de ces mythes, mais je pense vraiment que si tu mets tous les zoophiles de France ensemble, dans une même pièce, ils n'arrivent pas à avoir des idées aussi tordues. Vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler d'un classique de la mythologie grecque, la légende du Minotaure. Et on en profitera aussi pour parler de Thésée, puisque les deux sont intimement liés. Et non pas liés intimement, parce que t'inverses les deux mots, ça change carrément le sens de la phrase, et honnêtement, la légende elle est suffisamment glauque pour qu'on n'ait pas encore besoin de rajouter un autre bonhomme qui viendrait estampiller le Minotaure. Bon, déjà ça fait plusieurs fois que je parle de Minotaure, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas de quoi il s'agit. Il s'agit d'un monstre mi-homme, mi-taureau. Et puis bon, puisque c'est une légende qui date d'avant notre ère, tu te doutes bien que le bestiau il n'a pas été synthétisé dans les labos d'Elon Musk. Non, en fait cette histoire elle commence sur une petite île appelée la Crète. Le roi de cette île, c'est Minos, et il avait promis à Poséidon de lui sacrifier un magnifique taureau blanc. Poséidon, dieu de la mer, des tremblements de terre, et de tout un tas de trucs qui font que t'as pas forcément envie de te le mettre à dos. Mais Minos, je sais pas, je crois que personne l'avait prévenu parce qu'il décide que non, je vais pas tenir ma promesse et je vais pas sacrifier le taureau. Alors soit le gars il avait anticipé toutes les polémiques actuelles autour de la corrida et c'est un super coup marketing, soit c'est juste un turbo-rat, toujours est-il qu'il se retrouve bien embêté. Non parce que Poséidon il le voulait vraiment son beefsteak. Du coup il décide de punir Minos, un grand classique des dieux grecs qui, vous l'aurez compris, ont la fâcheuse tendance à t'envoyer une tempête de merde dans la figure si tu les frustres un peu trop. Du coup Poséidon, il s'est creusé les méninges pour trouver une punition adaptée, et là, Eureka! Pour te punir de ton erreur, je vais maudire ta femme pour qu'elle se fasse soulever par le taureau. Mais je jure, il avait abusé sur le nectar, ce fou. En plus, je vous assure, Poséidon, au moment de donner son verdict, je l'imagine trop en train de se frotter les mains comme Monsieur Burns. Excellent. Je suis diabolique. Non, parce que t'appliquais la même sentence à Minos, poto. À la fin de l'opération, t'étais à rien de pouvoir stationner une Clio 3 dans son baltrou, ça c'est une punition qu'a de la gueule. Bon, par contre, là c'est n'importe quoi. T'as le roi de Crète, il a voulu enfumer un dieu, mais non, c'est Sakadji qui va prendre. Parce que la malédiction, c'est que Pasiphae tombe donc éperdument amoureuse du taureau. Bah oui, parce que ça suffisait pas qu'elle se fasse culbuter par Ferdinand, non, là on est sur le grand format, date tous les samedis soirs dans les tables avec la totale, LED rouge, petite ambiance tamisée et tout. Pasiphae, elle demande de l'aide à l'inventeur Dédale, qui, en bon samaritain, lui construit une vache en bois pour qu'elle puisse se cacher dedans et s'accoupler avec le bestiau. Bon, normalement, là, tout le monde devrait avoir une petite grimace mi-tristesse, en mode « Pauvre fille, elle n'avait rien fait pour mériter ça, quelle malédiction horrible !» Et grimace mi-dégoût en mode elle s'est quand même tapé un taureau, quoi. Mais là, on se rappelle que le thème du jour, c'était la légende du Minotaure, et on se rend compte que les pièces du puzzle sont en train de se mettre un peu trop vite en place. Ah bah oui, parce que finalement, Pasiphae a fini par porter en elle le fruit de leur amour, un beau bébé d'à peu près 40 kilos. Bon bah là, le roi Minos, il est embêté. Et je crois qu'on oublie assez vite que c'est un peu sa faute quand même. Du coup, il enferme le Minotaure dans un immense labyrinthe, le labyrinthe de Knossos, imaginé par Dédale, qui s'est manifestement rendu compte que le coup de la vache en bois c'était peut-être une connerie quand même. Après, je peux comprendre, c'est vrai que le Minotaure il aurait un peu fait tâche à la crèche ou au jardin d'enfants avec son corps d'humain et sa tête de taureau. T'imagines, tu fais les présentations, bon bah il y a Kyrizos, il y a Kygrios, et il y a Bouzlouf aussi. Surtout que Bouzlouf, il mange de la chair humaine, quoi. Compliqué. C'est donc ainsi que se termine cette histoire sur la naissance du Minotaure. Une histoire tellement obscure que tu pourrais pas en trouver une similaire même sur le plus bresson des canaux les plus bressons de Telegram. Et sans plus de transition, parce que c'est déjà beaucoup trop long, on va parler de Thésée. Thésée, c'est le fils d'Égée, le roi d'Athènes. Et Athènes a un méchant passif avec la Crète. Je sais pas, il y a dû y avoir une guerre entre la Crète et Athènes. La Crète a gagné, et depuis, elle exige que tous les 9 ans, on leur envoie 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes qui seront donnés en pâture au Minotaure. Ah, sauf que Thésée, c'est pas n'importe qui. Il en a dans la tête, il a aussi une grosse paire de bras, et surtout, il a des couilles immenses. Carrément, il propose de prendre la place d'un des tribus pour aller lui-même mettre fin à cette boucherie. Bon, Minos, il lui a un peu ri au nez quand Thésée, il lui a dit « Moi, le Minotaure, je le monte en l'air. » Parce que quand même,
on parle de rentrer dans le labyrinthe pour aller découper un monstre, comment dire, bon, si on est optimiste, on dira un peu plus balèze que la normale, et si on est objectif, on dira Ngannou Prime. Et après, si par miracle t'arrives à le battre, il faut ensuite ressortir du labyrinthe. Il est grand le labyrinthe. Donc j'avoue que le projet me paraît, à moi aussi, un peu ambitieux. Mais c'était sans compter sur Ariane, la fille de Minos, qui est tombée amoureuse de Thésée et qui décide de l'aider. Elle veut lui donner un moyen de marquer son chemin dans le labyrinthe, un peu à la manière du Petit Poucet. Sauf que le Petit Poucet, lui, c'est un peu la hesse dans sa famille, il a grandi dans le 93, tu connais, du coup, il utilise du pain rassis et des cailloux. Ariane, elle fait un peu plus classe, elle donne à Thésée une bobine de fil, qu'il peut dérouler derrière lui pour ensuite facilement rebrousser chemin après avoir vaincu le Minotaure. Ça n'étonnera sûrement personne, mais notre Athénien bat le monstre. Ah ouais, on se doute que si au final il était mort comme un blaireau, ça vaudrait pas trop le coup de raconter son histoire. Donc super, il rembarque les tribus athéniens avec lui, et ensemble ils quittent l'île discrètement. Ariane part également avec eux, puisque, on le rappelle, elle vient de trahir son père pour aider Thésée, et elle est également éperdument in love de ce beau héros. Et normalement, dans les contes de fées, on s'arrête là-dessus avec un « ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », le happy ending classique finalement. Ouais, mais ce serait oublier que la Grèce antique, c'est pas Disneyland. Ah non, les Grecs c'est des sauvages. Du coup, on reprend l'histoire, Ariane embarque avec Thésée et ses copains, mais cette fois, pour la remercier d'avoir trahi sa famille et quitté son peuple, les bougres l'abandonnent sur une île déserte. Sur ce, la petite compagnie reprend son périple retour vers Athènes. Sauf que Thésée, qu'on a décrit jusque-là comme un héros valeureux, en plus d'être une horrible personne qui abandonne les gens sur un caillou paumé, il est aussi très con. Parce que j'en ai pas parlé jusque-là, mais quand son père, roi d'Athènes, a su que Thésée voulait partir de son plein gré en Crète, bon bah disons qu'il était pas très chaud. Ah, il était un peu inquiet, on va dire. Genre il a pris Thésée par les épaules, il l'a regardé dans les yeux, il y a une musique triste qui s'est lancée en arrière-plan et il a dû lui dire un truc du style « S'il te plaît, mon fils, fais Bélec ». Au final, père et fils, ils se sont mis d'accord sur un truc, ils se sont dit « Bon, ok, quand le bateau reviendra, si Thésée il est vivant, ils mettront des voiles blanches sur le navire, et s'il est mort, ils mettront des voiles noires. » Je vous le donne en mille, et ils ont oublié de changer les voiles. Ah, du coup, Égée, lui, il observe depuis le haut de sa muraille pour guetter s'il voit pas un bateau qui arrive à l'horizon, et qu'est-ce qu'il voit pointer le bout de son nez? Une embarcation, avec des voiles noires. Désespéré, persuadé que son fils est cané, il saute dans la mer. Donc cette mer-là, qui s'étend d'Athènes aux côtes de l'actuelle Turquie, porte le nom de mer Égée, en référence à Papa Thésée qui a fait une chute fatale après avoir voulu piquer une tête d'un peu trop haut.